De retour dans l'Africa Newswoman, Marie Kofi, docteur en droit et auteur de La Côte d'Ivoire en crise face au droit international, est toujours avec nous. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, est toujours autour de cette table. Et un nouvel invité, Georges Jacquard, représentant du FPI, le Front Populaire Ivoirien en France et au Luxembourg, vient de nous rejoindre. Monsieur Aka, bienvenue. Merci. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on poursuit toujours notre semaine consacrée à la Côte d'Ivoire avec un dossier spécial sur la réconciliation nationale. Une réconciliation qui sera l'un des thèmes principaux de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Le pays a traversé, rappelons-le, une grave crise post-électorale qui a fait plus de 3000 victimes. Des commissions ont été mises sur pied pour conduire à la réconciliation de tous les Ivoiriens. À l'heure du bilan, à la veille du scrutin présidentiel, quel est l'état des lieux de ces commissions ? La réconciliation nationale est-elle véritablement effective dans le pays? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La Côte d'Ivoire a connu une grave crise post-électorale en 2010 et en fait plus de 3000 victimes. L'ex-président Laurent Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale, accusé de crimes contre l'humanité. Son épouse et des milliers de ses partisans ont été emprisonnés. Cet épisode a créé une fracture profonde au sein de la population. Pour y remédier, a été créée en 2011 la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui a rendu son rapport en 2015. Elle a été remplacée par la CONARIV, Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes. La CDVR a-t-elle réussi sa mission? La réconciliation nationale est-elle vraiment effective? Les victimes ont-elles reçu justice et réparation? Pour éviter les erreurs du passé et ramener la cohésion au sein de la population, le gouvernement a mis en place en 2012 le PNCS, Programme national de cohésion sociale. Le PNCS a fait beaucoup de sensibilisation pour que les Ivoiriens se retrouvent et que les élections à venir se déroulent sans violence. Avec les affres que nous avons connues, ces tueries, ces meurtrissures, ces blessures physiques et morales, beaucoup de gens, en tout cas, qui pensent Côte d'Ivoire, ne sont pas prêts à recommencer ce que nous avons vécu. Mais il y a encore des soubresauts. Nous faisons donc beaucoup de sensibilisation pour amener les uns et les autres à comprendre qu'il faut plutôt mettre en avant l'intérêt général au lieu de mettre les intérêts partisans ou les intérêts particuliers. Il faut penser à la Côte d'Ivoire, qui est notre boussole, qui est notre bien, notre patrimoine commun, pour éviter que nous revivions ce que nous avons vécu en 2010. Le PNCS offre aux victimes des prises en charge médicales et psychologiques. Elle prévoit des prises en charge scolaires pour les enfants de victimes une fois la liste définitive des victimes établie. Au programme également des réparations communautaires au profit des villages détruits dans l'ouest du pays. L'aspect communautaire est très important dans le processus de réconciliation nationale. Les chefs de communauté et les guides religieux sont mis à contribution. La population est encore meurtrie dans son cœur. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle ne veut pas aller aux élections parce que tout simplement, elle n'a pas été considérée ni prise en charge. Cette population a encore peur. Et c'est la raison pour laquelle sur 23 millions d'habitants, il n'y a que 6 millions d'habitants qui se sont inscrits sur la liste pour les élections. Pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, tous les prisonniers là, que le président Alassane Ouattara les libère. Il est le père de la nation. Il est le père de tous les Ivoiriens. Si ton enfant, sur 10, sur 20, si 5 font quelque chose que tu les sanctionnes, après tu peux les pardonner. Si le président Alassane Ouattara arrive ou arrivait à libérer les prisonniers politiques, présentement les prisonniers là, en tout cas, toute la Côte d'Ivoire va danser, sans exception. De façon générale, les Ivoiriens jugent que le processus de réconciliation nationale n'est pas arrivé à son terme. Les efforts doivent se poursuivre pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, j'ai un regard un peu mitigé sur tout ce processus de réconciliation qui a été fait. Personnellement, je crois que si le président de la République avait mis une femme à la tête de cette institution de réconciliation nationale, elle aurait été bel et bien faite, cette réconciliation. Donc, il y a quelques avancées, mais les cœurs ont encore besoin d'être apaisés. Nous avons besoin que le nord, le sud, l'est, l'ouest, nous puissions tous nous tendre la main parce que nous sommes des fils et des filles d'une même nation. Selon le collectif des victimes de Côte d'Ivoire, les processus de réconciliation ou d'indemnisation des victimes ont échoué dans le passé parce que le point de vue des victimes elles-mêmes n'a pas été pris en compte. Un reproche qui concerne également la CDVR. Cette commission dans laquelle les communautés nationales et internationales se sont impliquées corps et âme
pour permettre aux victimes de retrouver leur dignité, pour permettre aux victimes d'être rétablies dans leurs droits essentiels, pour offrir le pardon en vue d'une réconciliation nationale parfaite et souhaitée par tout le monde. Mais malheureusement, encore une fois de plus, la mise en œuvre de ce processus a été galvaudée. Les victimes ont été éjectées et à la fin de sa mission, nous constatons que la CDVR a échoué. À la suite de la CDVR a été installée la CONARIV, Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes. À la différence de la CDVR, elle est chargée d'apporter réparation aux victimes des différentes crises ivoiriennes. Elle est assistée par le PNCS pour la mise en œuvre de cette indemnisation qui a démarré le 4 août 2015. Le président de la République a voulu montrer sa compassion et celle de l'État tout entier, de la nation entière, à ces personnes-là, avec un montant forfaitaire d'1 million pour les ayants droit des personnes qui ont perdu la vie. Nous avons la prise en charge médicale et psychologique des personnes qui sont gravement blessées. Il y avait des gens qui portaient des séquelles de 2010, pour certaines c'est 2002, pour d'autres encore c'est 2000 ou bien au-delà. Des plaies mal cicatrisées. Après la crise post-électorale en 2011, la CDVR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, a conduit le processus de réconciliation nationale sous la houlette de l'ancien Premier ministre Charles Kourambani. À la remise de son rapport en 2015, il avait souligné que la réconciliation n'était pas achevée. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle pour faire changer les choses. J'ai vu le film de l'horreur. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus le coup de fusil. Je ne veux plus que notre pays connaisse les tentatives de sédition ou de rébellion pour un homme ou pour une cause. Mais Ivoiriens, vous n'en avez pas assez. En tout cas, la terre ivoirienne a assez. Elle est gorgée de sang. Le sang de ses enfants. Nous, on n'en veut plus. Le fait que l'ancien président de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation soit dans la course à l'élection présidentielle est le signe patent de l'échec de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens espèrent qu'au soir du 25 octobre, le président de la République qui sera élu inscrive la réconciliation nationale comme priorité de son mandat pour ramener véritablement la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Madame Kofi, on a parlé justement hier du bilan d'Alassane Ouattara. Et s'il en ressort que du côté économique, il a vraiment dynamisé la Côte d'Ivoire, au niveau de la réconciliation nationale, les éloges se font moins pressantes. Écoutez, Amira, il y a eu une commission dialogue vérité qui avait été mise en place pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Quand on dit Ivoirien, c'est un peuple qui réconcilier. Qui est-ce qu'il faut réconcilier? Qui a fait quoi? Il faut situer les responsabilités. Mais au sein des partis politiques même, il y a problème. C'est-à-dire la base du RDR qui ne se reconnaît plus en leurs élites. Au sein du FPI, M. Aka est là, pour mieux nous en parler, il y a une scission. Au sein du PDCI, il y a une scission. Donc les gens ne peuvent pas nous dire qu'il faut se réconcilier quand on sait qu'au sein... Quand les partis politiques ne montrent pas l'exemple. Ils ne montrent pas l'exemple, il y a des querelles intestines. Donc on ne peut pas réussir cette réconciliation nationale. La CDVR qui avait été mise en place a été entourée par une opacité. On ne connaissait pas son budget qui oscillait entre 10 et 15 milliards. Les victimes. Dans mes lectures, j'ai découvert qu'il y avait eu 70 000 victimes. Seulement 80 ont été auditionnées. Sur la base de quoi ces 80 ont été choisis? Est-ce qu'il y a des gens, il y a eu un baromètre pour mesurer les douleurs des uns par rapport aux autres pour sélectionner les 80? On n'en sait rien. Les audiences ont eu lieu dans un lieu restreint où la presse n'y avait pas accès. Les bourreaux qui ont fait du mal à la population, on ne les a pas entendus. Je ne peux pas pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal. On ne peut pas me demander de pardonner à quelqu'un qui ne... Oui. Selon vous, à qui on impute la responsabilité de l'échec de cette commission? L'échec de la commission, on peut imputer à la classe politique et à l'absence... En entier. À l'absence criante de la société civile. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de société civile, ce qui fait que les partis politiques ont pris le pays en otage. Il n'y a pas de société civile, même quand elle existerait, ce serait un prolongement des partis politiques de telle sorte que comme elle reçoit des prébendes des partis politiques, personne ne peut taper sur la table. On va au Burkina, au Bénin, au Togo, où la société civile bat le pavé tout le temps. Mais en Côte d'Ivoire, on ne peut pas. Même s'il y a une société civile qui veut le faire pour des soucis de sécurité, elle ne peut pas.
Monsieur Aka, Madame Kofi parlait du FPI, justement, vous êtes représentant du FPI en France et au Luxembourg. Afin Guessan essayait de tourner la page Laurent Gbagbo, les frondeurs lui en ont voulu. Comment vous positionnez-vous? Bien, merci. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rectifier ce que vous venez de dire. Afin Guessan n'a jamais essayé de tourner la page Gbagbo. Soyons clairs sur les termes. Il essaie de ramener de la vitalité dans la vie politique et au sein du parti. Donc ce n'est pas tourner la page Gbagbo. Quand je dis tourner la page Gbagbo, tout est relatif par rapport aux autres membres du parti qui, eux, veulent que Laurent Gbagbo soit candidat. On ne peut pas résumer la vie politique du président Gbagbo en une page. Parce que si vous résumez la vie politique d'un homme politique, de la trempe du président Gbagbo en une page, cela veut dire que vous êtes en train et vous attendez vous-même qu'on tourne cette page. Parce qu'une page, c'est une feuille qui fait partie d'un livre et donc qui est numérotée de 1 à plusieurs. C'est un débat sémantique, monsieur Aka. À tout moment, on doit la tourner. Donc on ne peut pas résumer la vie de Gbagbo en une page. Le président Gbagbo est en prison, il est en train de souffrir de l'incarcération. Nous essayons par tous les moyens de faire revivre le parti et de permettre de mettre en place les conditions pour qu'il puisse revenir. Pour répondre à votre question concernant la réconciliation nationale, effectivement, le constat est... Non, ma question, c'était pas par rapport à la... Ma question, c'était de savoir comment vous vous positionnez par rapport au fait que certains membres du parti veulent que Laurent Gbagbo soit candidat pour l'élection présidentielle et d'autres, justement, plaident pour la candidature de M. Afin Guessan. Mais il n'y a aucun membre du Front populaire ivoirien qui a demandé que le président Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle. Il n'y en a eu aucun. Il n'y en a eu aucun. Peut-être que vous faites confusion en parlant de la présidence du FPI. Oui, de la présidence du FPI. Mais pour les élections... Oui, pas des élections, non, la présidence du parti. Hein. Voilà, la présidence du parti. Oui, en effet, il y a eu une frange de nos camarades qui avaient souhaité que le parti revienne au président Laurent Gbagbo. Mais bien entendu, le pragmatisme nous amène à voir la réalité en face, que le président étant incarcéré, il ne pourrait pas être efficace de gérer un parti politique qui doit être dans la course pour reconquérir le pouvoir. Bon, ça, c'est un débat, je pense qu'on l'a suffisamment mené dans d'autres contextes. Donc, je souhaite, puisqu'on est à la veille des élections, donc que ce débat-là, on n'entre pas dans les détails. Mais il faut retenir qu'en interne, la discussion est en train de se normaliser. Voilà, est en train de se normaliser et beaucoup de nos militants de base sont en train de rejoindre le président en exercice et donc les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, vous pensez qu'aujourd'hui le FPI va uni à l'élection présidentielle? Pascal Afin Guessan a tenu une conférence de presse jeudi 17 septembre, donc le jeudi dernier, et au cours de laquelle il a lancé un appel à ses camarades, aux camarades Sangaré, de sorte à ce que, un appel à l'union, de sorte à ce que nous puissions nous retrouver pour affronter les échéances futures. Aujourd'hui, le FPI part uni à cette élection présidentielle? Le FPI va partir uni à ces élections et j'ai la foi que ça va arriver parce que les actions sont menées dans ce sens. Jean-Marie, qu'avez-vous pensé, vous, de cette commission Vérité et Réconciliation nationale à quelques jours de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est un chantier que le président Alassane Ouattara a réussi à terminer? Non, pas du tout, Amira. Je pense que c'est un chantier. Bon, on en a parlé déjà sur ce plateau. Votre introduction, c'est-à-dire je suis en plein là-dedans. Il y a eu une réussite, si vous voulez, en ce qui concerne le domaine économique en Côte d'Ivoire. Mais de mon point de vue, je trouve que le processus de réconciliation a été galvaudé dès le départ. Dès le départ, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand c'est une crise qu'on suit quand même depuis un moment, depuis que le président est là, il se pose des problèmes pour savoir quelles sont les responsabilités en Côte d'Ivoire. Et on a l'impression, moi, la vision extérieure que j'ai là-dessus, on a l'impression que il y a seulement, si vous voulez, les personnes d'un seul camp qui sont jugées. On en a parlé ici, là, quand Mme Gbagbo, si vous voulez, a été jugée. On s'est posé la question de savoir, il n'y avait pas uniquement, si vous,
les exécutants, c'est-à-dire qui ont exécuté des personnes uniquement du côté de Gbagbo. Vous avez eu aussi des gens du côté du président de la République actuel. Mais où sont, si vous voulez, ces accusés-là de ce camp-là? C'est ça qui a biaisé la... Et ça a tout biaisé. Donc à partir de là, on ne pouvait plus rien avoir. Et c'est ça qui a entraîné, si vous voulez, l'analyse de Mme Kofi là tout à l'heure. À savoir qu'à l'intérieur, au sein des partis politiques, vous avez des gens qui se disaient, bon, laissons le processus aller jusqu'au bout, on pourra leur attraper à un certain moment. Mais comme ils ne voyaient pas des actions venir, donc à l'intérieur même des partis se crée une scission, si vous voulez. Vous avez des gens qui ont la patience de pouvoir attendre et dire que le processus de réconciliation ira peut-être jusqu'au bout. Malheureusement, si vous voulez, ça a été très très mal géré par le gouvernement ivoirien. Autant j'applaudis des deux mains, si vous voulez, tout ce qui est politique en Côte d'Ivoire, économique et tout, la croissance économique est là, les stratégies économiques qui sont mises en place sont efficaces, mais par contre les stratégies politiques et les stratégies de réconciliation qui ont été mises en place, de mon point de vue, ont été largement en dessous de ce qu'il fallait faire. Mon souhait, ce serait là que le président, si vous voulez en place, essaye de rattraper ça pour amener la stabilité, c'est-à-dire dans son pays, et de manière complète, puisqu'ils ont déjà le succès économique qui est là. Oui, Madame Kofi, vous disiez quelque chose tout à l'heure quand on parlait du Burkina Faso. Soit on punit tout le monde, soit on punit personne. On pourrait très bien le ramener à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On peut comprendre ce sentiment des partisans de Laurent Gbagbo, ce sentiment de justice des vainqueurs. Ah oui, moi, je ne partage pas l'idée de la justice, elle est unique. Soit on est juste, soit on ne l'est pas. Les histoires de justice de vainqueurs, de vaincus, là, soit c'est la justice, soit c'est l'injustice. Mais il y a une double vitesse, une justice à double vitesse en Côte d'Ivoire. Comme Jean-Marie vient de le constater, heureusement qu'il n'est pas un compatriote et qu'il dit, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit des choses quand vous dites des choses qui ne sont pas partagées par la majorité, on vous étiquette de pro-Gbagbo, de pro-Ouattara et autres. Donc, il faut une justice pour tout le monde. Si le camp de M. Gbagbo a été poursuivi et que lui-même il est à la haie, il faut que des gens qui sont dans le camp, qui proviennent du camp de M. Ouattara aussi sera sanctionné. Par exemple, pendant les auditions qui ont été effectuées par la CDVR, il y a des FRC, des soldats de la force républicaine de Côte d'Ivoire qui ont été convoqués, qui ne se sont jamais rendus. Vous pensez? Vous croyez que c'est faisable dans un état de droit? Quand on sait que les chefs de guerre, ceux qui ont tué, occupent des postes de responsabilité au sein de l'État, mais ça encourage aussi des gens qui sont à la base à prendre des armes. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit surpris, comme on appelle, de ce qui se passe au Burkina. Parce que si des gens prennent des armes, ils tuent, ils deviennent, comme on appelle, des présidents, ils deviennent des chefs de guerre, ils occupent des postes qu'ils veulent au sein de l'appareil étatique. Si moi aussi je suis à la base, pourquoi ne pas prendre des armes aussi pour combattre, puisque je sais que je vais bénéficier de l'impunité? Donc il faudrait qu'en Afrique, franchement, on réfléchisse. Il faudrait qu'on réfléchisse sur l'accession, les modes d'accession au pouvoir, par les moyens démocratiques et non plus par les armes. Monsieur Aka, est-ce que vous pensez véritablement que la détention à la haie de l'ancien président Laurent Gbagbo et du procès de son épouse et l'ancienne première dame Simone Gbagbo, c'est ce qui a bloqué le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? C'est un élément fondamental dans la réconciliation en Côte d'Ivoire, dans la mesure où ce sont des acteurs qui se sont par leurs divergences affrontées. Donc on ne peut pas parler de réconciliation avec un camp. Il faut parler de réconciliation avec les deux camps. Donc il aurait fallu libérer le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone et tous les autres, Blé Goudé notamment, et les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse parler effectivement de réconciliation. Parce qu'on ne peut pas avoir de réconciliation tant qu'il y a encore des prisonniers politiques, tant qu'il y a des exilés, etc. Mais là, je profite pour dire que l'échec du processus de réconciliation est du fait, parce qu'elle a dit tout à l'heure, des acteurs politiques, des partis politiques, mais ce n'est pas vrai, est du fait du gouvernement en place, notamment de Ouattara. C'est une volonté politique pure et simple. Il n'a pas eu la volonté de réconcilier les Ivoiriens. Et il a mené toutes les actions pour, on va dire, exacerber la crise et maintenir les Ivoiriens dans cette situation de crise. On a constaté tout à l'heure, elle a dit, Mme Kofi, qu'au PDCI, il y a division, au PIT, il y a division, au FP, il y a division, mais vous croyez que qui fait tout ce travail de sabotage? C'est bien le pouvoir en place. Donc, monsieur, le gouvernement
continue de maintenir les Ivoiriens dans cette situation de crise pour ne pas réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'une réconciliation, une paix, n'est pas l'affaire de M. Ouattara. Maintenant, je voudrais finir pour dire que quand on est animé de bonne volonté et qu'on veut amener les Ivoiriens à la paix, parce qu'on est tous fatigués, il y a une auditrice qui l'a dit tout à l'heure dans le reportage, qu'il aurait fallu libérer tous les prisonniers, c'est-à-dire effacer les effets de la crise post-électorale et appeler les Ivoiriens à un débat national, à un consensus national sur les valeurs et les questions qui nous divisent pour que nous puissions nous entendre et aller à la paix. Ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de blocage et on nous parle de réconciliation. Bon, les élections sont arrivées, c'est un moyen de changer, d'avoir une alternance, on va dire, démocratique, comme elle parle de voie d'accession du pouvoir. Donc nous voulons accéder au pouvoir par des voies démocratiques, c'est un moyen. Donc nous allons aller et puis Ouattara va partir. Madame Kofi, très rapidement, en droit de réponse, mais vraiment très court. Ce que je voudrais conclure très rapidement en disant qu'on ne peut pas accuser M. Ouattara de ce qu'il fait, de tout ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire. Mais si dans un parti politique, vous êtes soudés, vous avez une idéologie, ce n'est pas M. Ouattara qui va venir vous séparer. On ne peut pas l'accuser de tout ce qui se passe dans les partis. Je vous ai respecté quand vous avez pris la parole. Je vous ai respecté quand vous avez pris la parole. Laissez-moi terminer. Monsieur Aka, non, on va clore le débat. C'est ce comportement-là qui a plongé le pays dans cette Madame Kofi. Monsieur Aka, vous ne respectez pas le temps de parole de vos co-débatteurs. C'est pas très respectable et c'est pas très gentil. Je pense que s'ils étaient soudés, M. Ouattara n'allait pas... comment on appelle, on ne peut pas l'accuser de tout. Un parti qui est soudé, vous avez une idéologie, vous savez ce que vous voulez, quelqu'un peut essayer de vous déstabiliser, mais vous avez votre objectif. À la fin, si vous ne vous entendez pas, il a le dos large, mais ne l'accusez pas de tout. Après, on peut m'étiqueter de Ouattara. C'est fini, madame. C'est fini. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.